Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. En direct ce soir, on parlera politique, notamment l'analyse de la dernière interview du président de la République française Emmanuel Macron sur l'Afrique, qui s'est prononcé notamment sur la Côte d'Ivoire, le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et 3 de ses proches. Nous parlons également de l'opposition ivoirienne qui semble émettre des préalables avant la poursuite du dialogue politique. Nous parlerons également des enjeux de la présidentielle au Burkina Faso. Enfin, d'émission, nous évoquerons cette grosse perte pour la Côte d'Ivoire, le rappel à Dieu d'Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Voilà pour les grandes lignes de ce 360. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Baudouin Yapo, il est juriste, leader de jeunesse. Augustin Couillot, journaliste, rédacteur en chef de Notre Voix. Dr Arsène Enebi, président de l'APDH, enseignant-chercheur en droit public, qui ne nous a pas encore rejoint. Mamadou Traoré, qui est cadre de Génération et Peuple Solidaire. Honorable Mbassou Ouattara, député RHDP. Enfin, Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Ali. Bonsoir, Ali. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique, le président français Emmanuel Macron a réitéré son soutien à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, réélu à la tête du pays le 31 octobre dernier, estimant qu'il s'est présenté par devoir à la présidentielle après la disparition de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Emmanuel Macron a cependant récusé Guillaume Soro. Il lui reproche d'utiliser le sol français pour mener des actions subversives dans son pays. Je vous donne la parole dans un instant, chers invités, pour réagir. Ce sera après ces précisions de Pierre Dipomela. Le président français Emmanuel Macron sans langue de bois dans une interview accordée récemment à l'hebdomadaire Jeune Afrique sur des questions africaines. Entre autres, la fin du franc CFA, la restitution du patrimoine africain et la situation politique sur le continent, notamment en Côte d'Ivoire. Pour le numéro 1 français qui avait félicité quelques jours avant son homologue ivoirien pour sa réélection, ce nouveau mandat du président Ouattara est le fruit d'un sens élevé du devoir. Je pense vraiment qu'il s'est présenté par devoir. Dans l'absolu, j'aurais préféré qu'il y ait une autre solution. Mais il n'y en avait pas. Emmanuel Macron a toutefois appelé le président ivoirien à œuvrer pour la réconciliation, à faire les gestes d'ici aux élections législatives pour pacifier son pays. Le président français a cependant dénoncé l'appel de Soro Guillaume, invitant les forces armées ivoiriennes à prendre leurs responsabilités après la réélection du président Ouattara. Un appel lancé depuis la France. Je crois qu'il n'est plus en France pour en parler. Nous ne souhaitons pas qu'il mène des actions de déstabilisation depuis le sol français. Sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière. Le président Emmanuel Macron, 43 ans, dit vouloir aller à une relation équitable avec l'Afrique, un continent auquel il souhaite un rajeunissement de la classe politique. Mamadou Traoré, cette sortie d'Emmanuel Macron n'est évidemment pas du goût de l'opposition ivoirienne. Bien entendu, elle n'est pas du goût de l'opposition ivoirienne, elle n'a pas du goût de GPS, parce que pour nous, à GPS, nous trouvons que cette sortie du président Macron n'a pas respecté les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il a, d'une certaine manière, adoubé le viol de la Constitution ivoirienne, parce que pour nous, la candidature du président Alassane Ouattara est la manifestation du viol de la Constitution. Mais puis, il a trouvé que sa candidature était un devoir. Alors pour nous, c'est de quel devoir il s'agit? Le devoir de violer la Constitution? Nous trouvons que vraiment, c'est vraiment manquer de considération aux Ivoiriens, manquer de considération aux Africains, parce que pour nous, la Constitution, c'est notre boussole. Et une fois que cette Constitution est violée, nous ne pouvons pas donc accepter qu'il puisse encourager cela. Pourtant, l'opposition attendait une déclaration du président Macron, maintenant qu'elle n'est pas en votre faveur. Non, en fait... Si elle était en votre faveur, ce serait respecter les Ivoiriens, peut-être? Peut-être, nous pensions, surtout qu'il a reproché à l'époque, enfin, au président guinéen, d'avoir, d'une certaine manière, modifié sa constitution pour se présenter. Mais je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qui s'est passée. Pour nous, le président Ouattara a modifié la constitution pour pouvoir se présenter. Parce que pour moi,
la candidature du Premier ministre, père son âme, Amadou Gon, pour moi, c'était une mise en scène. En réalité, le fait d'avoir sauté le verrou de l'âge, c'était pour nous une préparation pour le président Alassane Ouattara de se présenter. Très bien. Mbassou Ouattara, réaction? Merci bien, M. Ali. Je pense que dans un premier temps, je voudrais m'incliner donc devant la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les termes donc dans lesquels M. Traoré Mamadou en parle me choquent. Me choquent énormément. Dire que c'était une mise en scène, c'est une vie humaine qui est partie, un haut cadre de la nation, un serviteur de la nation qui est parti, et dire que c'était une mise en scène, bon, je lui laisse l'entière responsabilité de ses propos. Mais je voudrais dire que pour revenir sur donc, la déclaration du président Macron, je crois qu'il faut lire son interview entièrement. Parce que c'est l'interview Afrique et qui, bien sûr, a intégré donc, la Côte d'Ivoire. Le président Macron a dit à juste titre, je dis bien à juste titre, que c'est par devoir qu'il s'est présenté. Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup. Beaucoup d'hommes politiques parlent, beaucoup d'acteurs politiques parlent, mais il y a peu d'hommes de devoir. Le devoir qui suppose le sacerdoce dans l'exercice du pouvoir. Sacerdoce qui amène donc l'exercice du pouvoir à aller à la satisfaction des besoins des populations, à l'épanouissement des populations. Et aujourd'hui, on ne voit pas d'offre politique en face. Et le président Macron, qui comprend toute la dimension que le président Ouattara a mis à construire la Côte d'Ivoire depuis ces 10 dernières années, à bâtir la Côte d'Ivoire depuis ces 10 dernières années à partir de plans nationaux de développement. Plans nationaux de développement qui n'avaient existé que sous le président Houphouët-Boigny avec les plans quinquennaux. Aujourd'hui, après Houphouët-Boigny, il a fallu attendre plutôt l'année 2008-2009 sous l'injonction des bailleurs de fonds pour revenir à un document stratégique de réduction de la pauvreté. Mais aujourd'hui, le PND élaboré par le président Ouattara n'adresse pas simplement les problèmes spécifiques de la Côte d'Ivoire. Mais ce PND intègre la dimension sous-régionale, l'équilibre de l'UMOA. Je vais finir. L'équilibre dans l'UMOA, il faut qu'on montre toute la dimension. Non, on aura tout le temps, on est là pour, la dimension de l'homme. Parce qu'il adresse l'UMOA, il prend en compte toutes les préoccupations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations Unies à travers les objectifs de développement durable. Donc c'est pour ça que c'est un homme de devoir et non pas un homme qui vient au pouvoir pour les avoir, pour ce qu'il peut avoir. On reviendra à vous tout à l'heure. Augustin Couillot, réaction à cette sortie d'Emmanuel Macron? Je suis déçu par la déclaration, l'interview du président français. Je pense que la jeunesse africaine aurait voulu entendre mieux d'un jeune président français, qu'il laisse tomber un peu, qu'il abandonne les méthodes surannées, qui consistent à soutenir un ami en Afrique et rejeter ceux qui peuvent être considérés comme des gens qu'on ne connaît pas ou bien qui ne sont pas nos amis. Voyez-vous? Si tant qu'il a un ami, pourquoi l'opposition s'attendait à ce qu'il désavoue le président Ouattara? Non, mais l'opposition n'attend pas, enfin, à mon sens, parce que moi je suis journaliste, mais je pense que ce qu'on attend principalement des gens comme Macron, président de la France, c'est... On connaît leur influence quand même sur nos États. Donc, c'est de faire en sorte qu'en Afrique, on respecte les textes qu'on se donne. Si on les respecte, il n'y a pas de problème. Et si les gens s'inscrivent dans le respect des textes, il n'y a pas de problème. Voilà M. Macron qui tense pratiquement le président guinéen pour dire, et il lui dit qu'il ne lui a pas encore envoyé de remerciements. De lettres de félicitations, précisément. De félicitations parce qu'il n'est pas content de lui. Mais c'est la même chose que M. Ouattara. Vous considérez que la situation en Guinée et en Côte d'Ivoire est pareille? Oui, elle est pareille parce que les deux ont modifié, les deux ont changé les constitutions dans l'objectif, dans l'optique de se représenter. Et supposons que la constitution n'avait pas été modifiée en Côte d'Ivoire. L'ancienne constitution prévoyait que après 75 ans, on ne pouvait plus se présenter. M.
le Conseil constitutionnel n'aurait fait aucune interprétation, même si nous estimons que l'interprétation qui a été faite est très mauvaise. Donc, M. Macron gagnerait à revenir à l'essentiel, à savoir que ce qu'il appelle devoir, ça a coûté à la Côte d'Ivoire aujourd'hui plus de 80 morts. C'est ça le devoir. Moi, je pense que M. Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, est décédé début juillet. Et M. Ouattara a déclaré sa candidature le 6 août. Ça dit un mois après. Je pense qu'entre les deux dates, on avait le temps de désigner un candidat du RHDP. Je pense que ce qui a conditionné la candidature de M. Ouattara, c'est la perspective d'une défaite du RHDP. Il a plutôt voulu sauver son camp que de sauver la Côte d'Ivoire. Et voilà ce que ça nous a donné. Très bien. Baudouin Yapo, réaction? Oui, merci. Je pense que l'avis du président français sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire a son sens du moment où tous les acteurs politiques de l'opposition comme du pouvoir attendaient la position de la France. Bon, aujourd'hui, maintenant que c'est connu, il va falloir l'accepter. La France a toujours eu à intervenir, soit dans des discours ou bien dans des actions directes sur les politiques africaines. On a vu ici en l'an 2000, aux élections présidentielles, celles de l'an 2000, la France, quand il y avait l'opposition, il y avait la contestation électorale entre le général Guéhi et le président Gbagbo, la France est intervenue pour soutenir donc, le candidat du FPI. Et aujourd'hui, si tous les acteurs politiques ont espéré avoir la position de la France, que maintenant c'est connu, il faut donc l'accepter. Sur l'éligibilité du président Alassane Ouattara, cela n'est plus à l'ordre du jour. Je pense qu'en mars 2020, quand le président Alassane Ouattara vient devant le Congrès et déclare qu'il ne se présenterait pas donc, à une élection présidentielle, il a fait avec du sérieux, il a fait donc avec du bon sens. Mais si on arrive, après la désignation du candidat du RHDP, on arrive à une semaine des parrainages donc aux élections présidentielles, que le candidat du RHDP décède. Au sein du parti, il a été décidé que le président Alassane Ouattara se présente. Mais cela, on dirait que cela n'a rien à voir avec la Constitution, mais sur la Constitution, en 2016, quand il y avait le référendum, le FPI a boycotté. Le FPI a appelé à voter non. Des acteurs politiques d'opposition... Non, boycotter et appeler à voter non, c'est deux choses différentes. Oui, effectivement. Non, au FPI, il y a deux camps. Les gars ont boycotté et le FPI, donc, d'affinissant, a appelé à voter non. C'est bon de le préciser. Merci de la précision. Alors, il y a en leur sein des juristes, des professeurs de droit, qui ont dit à leurs militants de ne pas aller voter parce que cette constitution permettait donc au président Ouattara d'être candidat. Donc aujourd'hui, quand les avis sont divergents, on n'arrive pas donc à trouver un terrain d'attente, il y a le seul organe donc habilité à statuer sur donc des questions donc d'éligibilité des candidats. C'est le Conseil constitutionnel, c'est le juge constitutionnel qui a estimé que, au regard donc, de la Constitution, il n'y avait pas besoin de rejeter la candidature du président Alassane Ouattara, qu'il était bel et bien éligible. Donc il faut passer outre le débat. Je vous remercie. Très bien. Alors, ce débat sur l'éligibilité, on ne va pas le refaire. On a eu l'occasion d'en parler sur plusieurs plateaux. Le Conseil constitutionnel a pris sa décision. Bon, ben, nous, on ne peut pas refaire les choses. Aristide Nkenda, un désaveu, un camouflet pour l'opposition, cette sortie de Macron? Ali, tu te souviens que sur ce même plateau, j'avais dit que la candidature du président Ouattara était une chance. J'avais pas bien la candidature. C'est une déclaration qui avait soulevé un tollé. Qui avait créé un choc sur le plateau, je me souviens très bien. Oui, allez-y. Je suis encore choqué. Enfin, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Ceux qui étaient sur le plateau avec moi avaient dit que j'avais dit que Ouattara est une chance. Je ne sais pas ce que j'avais dit. J'avais dit la candidature. Pourquoi? Parce que cette candidature nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. Vous voyez bien que ce qu'Augustin Kyo dit n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? Il a dit que le président Ouattara a modifié la Constitution pour se présenter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi? Parce que le président Macron s'appuie sur le fait que le président Ouattara était de bonne foi. Il a décidé de modifier la Constitution parce que la Constitution de 2000 portait des gemmes confligènes. Et
Il a ensuite dit qu'il ne se présentait pas. Il a même désigné son dauphin. Il a désigné le candidat du HDP. Ensuite, le candidat est décédé. Et le président Macron l'explique dans l'interview. Il aurait voulu que ce soit autre chose, mais dans le cas d'espèce, ce n'était pas possible parce qu'on ne peut pas improviser une candidature à 2 mois des élections pour un parti sérieux. Et quand vous voyez la démarche du président Ouattara, il anticipe tout, il prévoit tout, il programme tout. Et c'est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui dit ce qu'il fait. Et il a dit qu'il n'était pas candidat, il a présenté son candidat. Et aujourd'hui, le candidat est décédé. Et c'est pour ça que le président Macron estime que c'était une candidature de devoir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte géopolitique sous-régional. Et vous avez bien vu qu'il y a eu la crise, la pandémie du coronavirus, et il y a l'avancée des djihadistes. Donc, il fallait quelqu'un de suffisamment fort pour continuer à diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ça a aussi résolu un autre problème. La victoire du président Ouattara, avec plus de 3 millions de personnes qui lui accordent les suffrages, prouve que tous ceux qui disaient qu'ils étaient les faiseurs de rois n'étaient pas dans la vérité. Alors, Augustin Couillot, il vous a directement identifié. Non, je donne la parole à Augustin Couillot d'abord. Okay. Réagissez. Je disais tout à l'heure que j'étais choqué, mais je suis davantage choqué. Pourquoi? Ce que mon confrère dit. Monsieur Ouattara, sa candidature est une chance pour la Côte d'Ivoire, non? C'est son point de vue. Oui, mais justement, ça me choque. Bon, moi, j'ai dit... Vous, quel est votre point de vue? Mon point de vue, quand on fait un référendum pour déjà faire sauter le verrou de l'âge, c'est déjà une intention. Mais monsieur Traoré Mamadou, je vous vois renchérir ce que Couillot dit, mais vous avez voté pour cette constitution. Vous avez appelé à voter. En fait, je n'ai pas terminé. Terminez, Augustin Couillot. Je termine. Moi, j'estime que dès cet instant, l'intention de M. Ouattara, c'est de se positionner en tous les cas pour se présenter. Vous occultez totalement le 5 mars, l'annonce devant le Congrès réuni en Parlement. Le 5 mars, c'est justement... Parlement réuni en Congrès plutôt. Monsieur Ouattara avait fait une déclaration que même Macron a saluée. Tout le monde a salué. Parce que c'est ça qui est juste. Mais je constate que M. Macron s'accroche à la déclaration de M. Ouattara et ne tient pas compte de la Constitution. C'est-à-dire que pour lui, ce qui compte, c'est la bonne foi de M. Ouattara. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas Macron qui juge. S'il vous plaît, on ne va pas tous parler ensemble. Terminez, Augustin Couillot, terminez. Sur l'interview de M. Ouattara, de M. Macron, il s'en tient à la bonne foi de M. Ouattara par sa déclaration du 5 mars. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une constitution qui impose deux mandats. Une constitution qui a été interprétée selon qu'on soit dans l'opposition ou dans le pouvoir. Une constitution disant que cette constitution ancienne était confligène, n'était pas suffisamment précise, on ne peut pas venir avec une autre constitution qu'on interprète avec les propos d'Afi N'Guessan, disant que, bon, Afi a dit, bon, ça peut permettre à Ouattara d'être candidat, donc il est candidat. Très bien. Je reviens à vous, Mamadou Traoré maintenant. Vraiment, je voudrais insister sur une chose. Pour nous, c'est vrai, vous l'avez dit, nous avons voté pour cette constitution-là. Sur la base, d'abord, des informations que les juristes qui ont rédigé la constitution nous ont données, nous ne sommes pas juristes, sur la base du fait que le ministre de la Justice est allé même voir les députés pour leur démontrer par A plus B que cette constitution ne permettait pas du tout au président de la République de se présenter. Ce n'est pas leur avis. Donc je dis bien, s'il vous plaît, vous le laissez terminer, monsieur. Le peuple, nous ne sommes pas juristes, nous nous sommes contentés donc de ces arguments de bonne foi qui nous ont été donnés. Et donc c'est sur cette base que nous sommes partis. Vous n'êtes pas juriste, mais le Conseil constitutionnel, il y a des juristes qui ont donné une décision. Je viens. Donc nous sommes partis sur cette base-là. Malheureusement, nous avons constaté que nous avons été induits en erreur. On nous a induits en erreur et c'est aujourd'hui que nous constatons que réellement, comme je l'ai dit, le président Ouattara voulait se présenter parce qu'en faisant sauter le verrou de l'âge, bon, écoutez, il savait très bien... Est-ce qu'il est le seul concerné par le verrou de l'âge? Non, je viens. En fait, peut-être les gens pouvaient penser que c'était le président Bédier. Mais en réalité, nous savions très bien aujourd'hui que c'était lui-même parce qu'il savait qu'à partir de 2020, il n'aurait plus la possibilité de se présenter s'il gardait ce verrou-là. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, le président Ouattara voulait se présenter. Ce que vous dites, ça veut dire aussi qu'il avait prévu le décès d'Amadou Coulibaly. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une mise en scène. Moi, je vais vous expliquer un peu la mise en scène. Pour nous, en fait,
il allait présenter au monde entier que lui, Ouattara, il voulait se retirer. Il présentait Amadou Gon, tout le monde applaudissait. Et puis, chemin faisant, bon, compte tenu de l'état de santé d'Amadou Gon lui-même, c'est la mise en scène, hein, allait venir dire au président Ouattara, vraiment, vous m'avez choisi, mais compte tenu de ma santé, je ne peux pas venir me présenter. Malheureusement, la mort est intervenue. Sinon, Amadou Gon allait se retirer. Je dis bien, Amadou Gon allait se retirer et le président Ouattara allait être candidat pour pas devoir. Donc je dis bien, s'il vous plaît. Je dis bien, nous sommes en politique et en politique, tous les schémas peuvent être tracés. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un schéma qui a été tracé. Voilà pourquoi nous considérons que, au fond, le président Ouattara voulait se présenter. Mbassou Ouattara. Oui, je continue d'être choqué par les propos, mais je voudrais qu'on sorte de là. Je voudrais d'abord, dire ici qu'il ne faut pas qu'on ait une mémoire sélective. Le président Ouattara n'a pas modifié la Constitution pour faire sauter un verrou de l'âge. Le président Ouattara, avant l'élection présidentielle, avait dit « Si je suis réélu pour un second mandat, je présenterai une nouvelle Constitution à la Côte d'Ivoire sur la base de l'accord de Linas Markoussi. » Vous étiez à Markoussi? Mais Linas Markoussi n'a pas parlé. Non, ce sont des décisions qui ont été prises à Linas Markoussi. Je vous donne la parole tout à l'heure pour réagir. Pour ramener justement s'il vous plaît, la paix en Côte d'Ivoire, pour ramener la concorde entre les acteurs politiques. Et lorsque le projet de constitution est arrivé à l'Assemblée nationale, le président Ouattara a accordé 1 mois au groupe parlementaire PDCI-RDA pour négocier avec le président Bédié pour que nous nous accordions sur ce que devait contenir la Constitution, la nouvelle Constitution. Mais donc, ce n'était pas l'intention de se présenter à une élection qui a amené la modification de la Constitution, puisqu'il avait dit depuis 2015, avant l'élection présidentielle, il avait dit que s'il était réélu, il proposerait une nouvelle Constitution sur la base de l'accord politique de Linas Markoussi. Bon, on va sortir de ce débat, mais pour revenir à la question du devoir. Vous voyez, la gouvernance aujourd'hui, ce n'est pas lève-toi pour que je m'asseye, c'est pas ça. Il y a des gros enjeux, des très très gros enjeux. Des enjeux au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau continental, au niveau mondial. Quelle est l'offre politique de cette opposition qui fait tant de bruit, mais qui n'arrive même à faire une proposition concrète, une alternative crédible à ce que le président Ouattara propose? On reste dans des débats. Non, le président est élu, il a été très bien élu, avec une majorité écrasante d'Ivoiriens, de 3 millions d'Ivoiriens qui sont allés participer à ce scrutin. Maintenant, si vous pouvez penser que le décès d'Amadou Gon est une mise en scène, que le président Ouattara même a joué, que le président Ouattara peut jouer... On le laisse terminer. Monsieur Ouattara a terminé. Non, ça marche. Que le président Ouattara peut jouer avec la santé. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit que c'est pas ce qu'il a dit. Monsieur Ouattara, vous avez déformé mes propos. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Non, on le laisse préciser ça. Il ne faut pas déformer mes propos. Voilà. S'il vous plaît, messieurs. Alors, si vous pensez que Monsieur Ouattara, vous aviez la parole terminée. Avec la santé d'un Ivoirien, d'un de ses collaborateurs, je vous laisse l'entière responsabilité de cette déclaration sur ce plateau. Baudouin Yapo, vous voulez réagir? Le président Ouattara a une vision claire. D'accord, très bien. Vous avez un homme de vision face à des gens d'ambition. On vous a bien compris, M. Ouattara. Oui, Baudouin Yapo. J'ai l'impression que le décès du Premier ministre Amadou Gon est un fait banal pour bien d'autres personnes. Le président Alassane Ouattara était devant le Congrès. Et il s'est fait féliciter par des sommités politiques comme le président français. Et je ne pense pas que s'il avait ça comme projet, il pouvait aller se présenter devant le Congrès, devant le peuple, qui ne se présenterait pas à une élection. Il faut donc respecter cela. Mais je pense que ce choix, donc cette décision, cette volonté de vouloir se présenter donc à une élection présidentielle était donc un cas de force majeure. On était pratiquement à 3 semaines du dépôt des candidatures. Et le RHDP étant un parti quand même aussi jeune, un parti aussi jeune qui est né en 2018, n'a que 2 ans, ne pouvait pas se donner une chose d'effritement. On a vu ici, avec la désignation du candidat Amadou Gon Coulibaly, on a vu que le parti a connu donc les dissensions. Donc à 3 semaines, le parti ne pouvait pas se le permettre. Mais s'agissant de la Constitution, donc s'agissant de son éligibilité, le Conseil constitutionnel a tranché. Il y a eu des avis divergents. Et ce n'est pas l'avis des hommes politiques au sein du RHDP, comme de l'opposition, qui compte. Il faut respecter donc le verdict du Conseil constitutionnel et le débat s'arrête là. Ali, je ne veux pas être long, je veux simplement dire
quand on vient en politique, ce n'est pas pour choisir les candidats des autres partis. Le HDP est un parti responsable, ils ont décidé de choisir leur candidat. Celui qui décide de la candidature, de l'éligibilité, c'est le Conseil constitutionnel. Et au Conseil constitutionnel, c'est des magistrats de haut rang. C'est des grands magistrats qui sont là-bas, et sont eux qui sont les juges de l'élection. Maintenant, je reviens juste sur ce que M. Traoré a dit. Nous ne sommes pas dans la fiction, M. Traoré. Nous sommes dans les faits. Amadou Gon ne vous a jamais dit de son vivant qu'à un moment donné, s'il ne se sentait pas bien, il allait venir dire au président que ma santé ne me permet pas de me présenter. On a vu Amadou Gon revenir, et quand il est revenu, il a dit on se met au travail. On revient pour reprendre la place, pour continuer la lutte. Il n'a jamais dit, et il n'a jamais été dans son intention une seule fois. Donc vous êtes dans la fiction, parce que l'opposition tâtonne, l'opposition bricole, l'opposition leur a demandé de donner leur projet de société, ils n'ont aucune offre à proposer aux Ivoiriens, vous bricolez du début à la fin, et ces 85 morts, ce n'est pas le président Ouattara qui a demandé aux gens d'aller manifester, c'est ceux qui ont lancé le mot d'ordre qui devront reprendre la justice. Parce que justement, même si les gens demandent qu'on avance dans la réconciliation, qui est un gros mot désormais politique, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas vous mettre à des kilomètres, agiter les populations, faire en sorte que les gens s'affrontent, des gens qui vivent depuis 40 ans, 50 ans dans les localités, vivent en paix. Et vous venez parce que vous voulez un poste politique, vous n'avez pas de projection, vous avez plutôt des ambitions, comme dit Honoré Ouattara, vous venez mettre les gens en difficulté. Ah, c'est là où vous tombez dans les accusations. Voilà, alors, très bien. Monsieur, Emmanuel Macron a également évoqué dans son interview le cas de Guillaume Soro. Dans la foulée, cette semaine également, un mandat d'arrêt a été émis contre Guillaume Soro et 3 de ses proches, que vous connaissez certainement très bien, Monsieur Mamadou Traoré. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas surpris. Nous, à GPS, nous ne sommes pas surpris parce que ce n'est pas le premier mandat d'arrêt. Le premier mandat d'arrêt, c'est depuis le 23 décembre, pratiquement. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc pour nous, ce mandat d'arrêt... Cette fois-ci, il intervient dans un contexte où le président français, oui, bien président d'un pays où Guillaume Soro résidait, j'ai bien compris. Pour nous, a enfoncé le clou. Pour nous, ce mandat d'arrêt-là, c'était tout simplement de la communication. Pour peut-être rassurer les militants du RAGP, leur montrer que le président est puissant. Sinon, pour nous, ce n'est pas nouveau. Et je dis que ce mandat d'arrêt, je ne sais même pas sur quoi... C'est pas nouveau, mais Guillaume Soro aurait quitté le territoire français. Oui, mais bien entendu, Guillaume Soro, je vous dis, a quitté le territoire, pas parce que le président français lui a demandé de partir. Regardez bien, écoutez bien, lisez bien l'interview. Le président français n'a pas dit qu'il a demandé à la France de faire partie de Guillaume Soro. Guillaume Soro est parti du territoire, je vous donne l'information, pour pouvoir justement exprimer sa liberté de penser, de s'exprimer. Parce qu'à un moment donné, on avait amené les autorités françaises à amener Guillaume Soro à ne plus rien dire. Et Guillaume Soro n'a pas voulu se taire. Ça, c'est d'un. Ensuite, nous savons tous que des gens avaient été mis en mission pour attenter à la vie de Guillaume Soro. C'est assez grave, ça. Oui, je dis bien, des gens avaient été mis en mission pour attenter à la vie de Guillaume Soro. Donc, il fallait bien entendu prendre les dispositions pour se protéger. Mais ce qui a surtout amené Guillaume Soro à quitter le territoire français, c'est pour pouvoir aller ailleurs pour pouvoir s'exprimer sans que ça le dérange. Je vous laisse l'entièreté, enfin la responsabilité de vos propos. C'est quand même des accusations d'un certain niveau. Mais je n'ai pas accusé quelqu'un. Très bien. J'ai bien dit des gens, je n'ai pas accusé quelqu'un. C'est entendu. J'ai bien dit des gens, je n'ai pas accusé quelqu'un. S'il vous plaît, J'ai bien dit des gens, je n'ai pas accusé quelqu'un. J'ai dit bien, selon les informations que nous avons eues, que justement Guillaume Soro était en danger au niveau de sa vie. Et donc il a pris des dispositions pour se protéger. Mais aussi il allait ailleurs pour pouvoir s'exprimer. Voilà pourquoi il est parti. Mais ce n'est pas la France, contrairement à ce que les gens peuvent penser, qui a dit à Guillaume Soro de quitter le territoire français. Je tiens à préciser ça. C'est entendu. Augustin Couillot, Emmanuel Macron reproche, s'il vous plaît. Augustin Couillot, Emmanuel Macron reproche à Guillaume Soro de mener des actions subversives depuis son pays. Vous pouvez comprendre donc sa réaction? Bon, oui, je comprends, puisque il s'agit pour lui de rassurer M. Ouattara. Sinon, beaucoup de gens vivent en France et qui menacent leur pays depuis la France et continuent de tenir des propos. Vous avez un exemple? Beaucoup, oui, mais parce que... un seul exemple, par exemple, Ibé, il était en France et il menait des actions en Côte d'Ivoire. Il avait été arrêté aussi après. Non, il n'avait pas... Oui, mais c'est pas... je pense que... Donc pour vous, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je pense que M. Ouattara, M. Macron veut rassurer son ami. Voilà. Maintenant, sur la question du mandat, on envoie un mandat en France alors qu'on sait qu'il n'est plus là-bas.
Enfin, je ne sais pas pourquoi toute cette comédie. Moi, je pense que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est dramatique. Parce que ce monsieur, Guillaume Soro, il a été le chef de la rébellion qui a aidé M. Ouattara à arriver au pouvoir. Ça, là, c'est clair. Et donc, moi, je trouve que toutes ces actions de mandat, ce n'est pas ça qui va aider la Côte d'Ivoire à sortir de la situation où elle est. On peut ramener M. Ouattara, on peut attraper Soro quelque part et puis le ramener ici. Mais avoir tous ces opposants dans ces prisons, je ne pense même pas que ce soit quelque chose de souhaitable pour un chef d'État. Non, on ne peut pas passer tout son temps à pourchasser tous ses opposants. C'est peut-être pour ça aussi que le dialogue avait été entamé. On en parle tout à l'heure. Je vais laisser les autres invités réagir sur ce sujet concernant Guillaume Soro. Mbassou Ouattara. Oui, merci bien, Ali. Non, je voudrais dire qu'il faut que l'opposition, à un moment donné, soit un peu responsable, un peu plus responsable. Parce que quand on écoute ici, sur ce plateau comme ailleurs, tout est mis en scène, tout est comédie, tout est... Mais c'est des faits graves. Mais voilà Guillaume Soro, un monsieur qui partout il passe après, c'est un mandat d'arrêt qui est pris contre lui. M. Traoré est allé au mandat d'arrêt de décembre, mais bien avant cela, il y avait eu un mandat d'arrêt en France, et c'est le président Ouattara qui diplomatiquement a réglé la question. Il y a eu le cas... Il y a eu le cas du Burkina Faso. Il y a eu le cas du Burkina Faso. Il y a eu le cas du Burkina Faso. Où le président Ouattara a réglé encore l'affaire. Il y avait un mandat d'arrêt lancé par le Burkina Faso contre Guillaume Soro. Le président Ouattara a diplomatiquement encore une fois réglé cette affaire. Maintenant, c'est lui qui lance. S'il vous plaît. Et partout où il passe, mais c'est des faits graves. Quand vous restez sur un territoire étranger et que vous dites à l'armée, déjà depuis 2018, Guillaume Soro et ses amis disaient que les élections n'allaient pas être organisées en Côte d'Ivoire. Et il a continué à le dire jusqu'à ce que l'élection ait lieu le 31 dernier. Et après les élections, il appelle l'armée au soulèvement. Non, c'est pas ce que... Mais c'est des faits graves. C'est des faits graves. Pour moi, il y a deux choses. Hein. Pour moi, il a deux choses. C'est un monsieur responsable. Aujourd'hui, mandat d'arrêt par-ci au Burkina, mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, mandat d'arrêt en France. Il y a deux choses. Il aspire à gouverner la Côte d'Ivoire. Il peut appeler le Premier ministre, s'il ne veut pas appeler le président. Il peut appeler le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dire je rentre en Côte d'Ivoire, organise mon retour en Côte d'Ivoire pour que je vienne me prononcer devant la justice de mon pays, parce que j'aspire à gouverner ce pays. Sinon, il sera pris un jour, et en ce moment-là, il dira encore qu'on l'a arrêté par abus. Alors que ce qui lui est reproché est grave. Dans tous les faits qui se sont produits ici, tout ce qui est reproché à Guillaume Soro est très grave. Il faut à un moment donné qu'on soit responsable. Vous ramenez tout à de la comédie. Mais le pays est plus sérieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Vous ne pouvez pas tout ramener à une mise en scène. Les faits qui se sont produits, c'est devant nous, nous sommes tous contemporains de ces faits-là. Comment vous pouvez penser un seul instant que c'est parce que des opposants ont donné leur opinion qu'ils sont en prison? Non. Mais faire de la politique, donner son opinion, et puis aller attenter à la vie des citoyens, donner des mots d'ordre qui occasionnent des morts d'hommes, des destructions des biens publics. Mais vous répondez devant la justice de votre pays. Et c'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de mettre tous les opposants en prison. On vous a bien compris. Baudouin Yapo. Oui, je dirais que avoir été proche du président Alassane Ouattara n'immunise pas face à la justice. M. Guillaume Soro a quand même mal agi, il se positionne depuis la France et il appelle à déstabiliser quand même la Côte d'Ivoire, il appelle à faire chambouler l'institution de la République, il appelle au soulèvement donc, de l'armée. Donc ces faits-là sont graves et qui portent atteinte aussi bien à la sûreté donc, de l'État. Il faut donc que la justice fasse son travail. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a estimé que pour que la paix revienne, il y a le dialogue. Il faut l'accepter. Et puis, je pense que ces propos violents, ces propos subversifs, ces propos qui appellent donc à faire un coup d'État, il faut les arrêter. Il faut donc faire face à la paix. Avant de revenir à vous, je donne la parole à Mamadou Traoré qui semble vouloir faire des précisions. Je voudrais préciser ceci. J'entends des gens dire c'est depuis la France que Guillaume Soro a appelé un soulèvement des militaires. Non, je voulais préciser ceci. Lorsque Guillaume Soro a fait son appel, il a fait l'appel à 3 entités. D'abord au corps constitué, ensuite au peuple de Côte d'Ivoire
Et il a demandé maintenant aux militaires d'agir. Quand il a demandé aux militaires, s'il vous plaît, je donne la réponse. S'il vous plaît. Quand il a demandé aux militaires d'agir, c'était dans le sens de protéger la population qui allait sortir contre les milices du pouvoir. C'est ce qu'il faut comprendre la chose. Parce que nous savons très bien que la population a pu sortir pour manifester et la population a été attaquée par les milices du pouvoir. Et donc, cette population, il fallait la rassurer. C'est dans ce sens-là que Guillaume Soro a demandé aux forces de l'ordre de sortir et de protéger la population contre les milices. Il n'a pas demandé aux forces de l'ordre de faire un coup d'État. Parce que je dis ceci, on ne demande pas à faire un coup d'État à partir si vous voulez, d'une vidéo pour dire aux gens, sortez, faites un coup d'État. Non, c'est pas possible. Il a demandé tout simplement aux forces de l'ordre de sortir pour protéger la population. Parce que, comme je dis, il a demandé au corps constitué de réagir, il a demandé à la population de sortir. Mais qui va protéger la population? Nous savons tous ici que quand nos populations marchent, elles ne sont pas protégées, elles sont agressées par des miliciens. Alors, que faire? Voilà pourquoi Guillaume Soro a intervenu. Il n'a pas intervenu pour appeler à un renversement de pouvoir. On a bien entendu ces précisions. Voilà. Aristide Nkenda. Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes sérieux? Très sérieux. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que le président français a pris cette décision que Guillaume est parti de la France. Oui. Mais dans l'interview, il dit qu'il ne peut pas rester en France tant qu'il se comporte de cette façon. Et dans l'interview, on demande au président, est-ce que vous lui avez dit ça directement? Il dit non. Oui. Non, il y a des services qui sont occupés de ça. Il n'a pas dit ça. Mais ça. ouais, le rapport avec ça. S'il vous plaît. Non, messieurs, il y a un principe sur ce plateau. Quand l'un parle, vous le laissez aller au bout de ses idées. C'est un débat contradictoire. Pendant qu'il parle, vous pouvez peut-être souffrir, encaisser, et puis après apporter la réplique. Aristide Nkenda, c'est à vous. C'est pas lui, le président directement, qui parle. C'est pour montrer à quel point les rapports entre les États sont des rapports sérieux. Vous avez vu dans une vidéo, Guillaume Soro dit qu'ils se sont battus, le président Ouattara et lui, pour se disputer Le Drian et le président Macron. Et que lui, il a gagné le président Macron. Ouais. C'est un désaveu. Lui dire que les États sont sérieux. Et ce que vous dites n'est pas vrai, M. Traoré. Et ce que vous dites aussi dans l'interprétation des propos de Guillaume, quand il appelle l'armée, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai pourquoi? Parce que en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, depuis que le président Ouattara, depuis cette campagne, vous avez vu les événements. Vous avez vu le général de la gendarmerie aller parler aux populations. Parce que c'est une dynamique, c'est une vision, c'est une méthode, c'est une démarche. Et c'est pour ça que dans notre étude, nous avons pris le temps, nous ne parlons pas seulement à la télévision, nous avons pris 30 ans pour observer le président Ouattara et nous avons pris 2 séquences mémorielles de 20 ans. Et nous nous sommes rendus compte qu'il dit tout ce qu'il fait, il est proactif, il est en avance sur les autres. Et c'est pour ça que les autres n'arrivent pas à le comprendre. Il faut donc plutôt se poser les bonnes questions sur Alassane Ouattara pour mieux le comprendre et l'affronter à la régulière et le battre. Mais les gens ne veulent pas travailler. Les gens veulent qu'on le prenne sur l'escalator pour les amener là où il devait aller. Je suis obligé de vous interrompre. Augustin. Aristide est un vrai laudateur. Oui, franchement. Il est un vrai laudateur. Ouattara fait toujours ce qu'il veut, Non, c'est trop facile. Très bien. Mamadou Traoré, Guillaume Soro, comme le disait l'honorable Mbassou Ouattara, aspire à diriger les Ivoiriens. Il y a des déboires judiciaires avec la Côte d'Ivoire, la France un peu. Quelle est la stratégie? C'est quoi la suite? La suite, Guillaume Soro va se battre comme il peut, avec toutes les stratégies, en informant le monde entier de la situation de la Côte d'Ivoire, afin que justement demain, ses droits lui soit reconnu. Il ne compte pas s'engager dans le dialogue lancé entre les leaders de l'opposition. Mais bien entendu, s'il est invité, voilà pourquoi d'ailleurs le président Bédi a demandé à ce que tout le monde soit là. S'il est invité, il vient au pays en toute sécurité et il va s'engager dans le dialogue. Il n'y a pas de problème à son niveau. Voilà. Il est prêt à dialoguer à condition qu'il vienne avec toutes les garanties et toute la sécurité concernant, bien entendu, ses droits. Et là, il viendra, il va dialoguer. Mais je tiens à préciser que Guillaume Soro va se battre comme il peut. Mais je voudrais dire à nos amis du RAGP que franchement, qu'ils laissent tomber cette histoire de coup d'État. Guillaume Soro n'est plus dans ça. Il le dit tout le temps. Alors cette semaine, alors s'il vous plaît. Alors cette semaine, j'ai reçu Kanigui Mamadou Soro, président du RACI, qui a lancé un appel à Guillaume Soro, qui lui a demandé de revenir à la table de discussion avec le président Ouattara. Mais je dis que Guillaume Soro n'a jamais dit qu'il ne venait pas à la table de discussion. Le président Bédi a demandé à ce que tous les acteurs de l'opposition
soit sur la table de discussion. Il a posé les conditions. Il a même demandé à ce que ceux qui sont hors du pays viennent. On abordera cette question relative au dialogue politique. Massou? Non, je veux vraiment... M. Traoré semble savoir beaucoup de choses. Ah bon? Il sait beaucoup de choses et sur les stratégies de Guillaume Soro. Mais pas de stratégie. Non, pas de stratégie au profit de la paix. Ah bon? Il va se battre. Oui. On sait, les armes de Guillaume Soro, on les connaît, ces armes de bataille, on les connaît en Côte d'Ivoire. Non, s'il vous plaît, monsieur, vous ne parlez pas ensemble. Que le pays est trop sérieux. On ne peut pas dire qu'on va gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous voyez le poids de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, le poids de la Côte d'Ivoire en Afrique et aujourd'hui même dans le monde. Et avec ces méthodes-là, qui sont des méthodes arriérées. Quand vous parlez de Guillaume Soro, vous oubliez toutes les victimes de la récente crise. Les victimes provoquées par les différents appels, par ces soi-disant leaders que vous défendez sur ce plateau. Et quand quelqu'un abonde dans le sens de l'esprit de programmation, de réflexion, d'anticipation, de la réflexion avant l'action du président Ouattara, vous trouvez que c'est un laudateur. Mais effectivement, le président Ouattara n'agit pas au grand bonheur, la chance. Le président Ouattara planifie tout. C'est un homme organisé, structuré. Et donc, tel que vous le dites là, il a peut-être toujours eu une avance sur vous parce que vous n'avez pas pu, tout le temps que vous avez eu, proposer une offre politique aux Ivoiriens. Vous êtes restés dans... Mettons-nous ensemble pour faire partie Ouattara. Mais Ouattara est tellement organisé qu'avec les méthodes que vous avez là, même avec les méthodes subversives d'insurrection que vous préparez, vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif parce que ce pays-là est en mutation. Le pays est en mutation. Il faut que vous l'intégrez. Que Guillaume vienne répondre devant la justice de Côte d'Ivoire, il ne va pas prendre le prétexte de venir participer à un dialogue pour échapper à la justice. Non, il va répondre d'abord. On vous a bien entendu. On vous a bien entendu. Augustin? Alors, je voulais rappeler à M. Mbassou, à l'honorable député, que en 2011, M. Ouattara a appelé la désobéissance civile. Que M. Soro, qu'il accuse, qu'il traite de cette façon, il a été son collaborateur. Quand Soro était encore chef de la rébellion. En 2011, M. Ouattara a appelé la désobéissance civile. Il faut noter. Oui, en 2011. En janvier 2011. Janvier 2011. Oui. M. Ouattara a appelé à la désobéissance civile. Vous n'avez pas calculé combien de morts ça a suscité. Vous voyez, en Côte d'Ivoire ici, M. Ouattara a demandé aux gens de mettre la Côte d'Ivoire sous embargo. Vous ne savez pas combien de morts ça a suscité. Aujourd'hui, vous, comme vous êtes au pouvoir, donc vous pensez que vous pouvez régler tous les problèmes par la justice de cette façon. Non. Qu'est-ce que vous proposez? S'il vous plaît, laissez-le terminer. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a eu une crise. Une crise qui est partie pas de la candidature d'Amadou Gon, parce que quand Amadou Gon était candidat, il n'y avait pas de problème. La crise est partie de la candidature de M. Ouattara. Donc, aujourd'hui on pourchasse les opposants, M. Ouattara a une responsabilité qui est énorme. Parce que s'il n'avait pas déclaré sa candidature, peut-être que tout cela ne serait pas arrivé. Très bien. Quand vous notez l'année 2011, ne dites pas que M. Ouattara a appelé. M. Ouattara, nous étions dans quel contexte? On a eu une élection organisée en 2010. Bien différent. Il gagne une élection. Le Conseil constitutionnel a dit... Attendez, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. On le laisse terminer. S'il vous plaît. Non, M. Kyo, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. On le laisse terminer. Oui, allez-y, il vous a laissé parler. Voilà. Allez-y. Il gagne une élection. À qui? Comment? S'il vous plaît, Kouyo. Par les urnes. Par les urnes. Il gagne une élection dans les urnes. Et le vaincu refuse donc de quitter au motif que les élections qui se sont passées dans 6 régions du Nord ne sont pas à valider. Vous voyez, si M. Ouattara n'appelait même pas à ses militants, ses partisans à manifester, ses partisans allaient manifester. Parce que ce qui s'est passé était grave. C'était un déni de démocratie. Vous participez à une élection, vous perdez et vous refusez de partir. On vous a bien entendu, Baudouin? Oui, tout à l'heure, le journaliste Kyo était en train de dire qu'en 2010, il y a le Conseil constitutionnel qui a déclaré le président Gbagbo élu. Je pense que, et après, le président Ouattara s'est opposé, mais c'est parce qu'il y avait une défaillance
par rapport donc, à la CEI, qui était donc l'institution de premier ressort. Donc, il n'y avait pas donc, cette corrélation institutionnelle qui devait être respectée. Quand on annule chaque département, cette région. Chaque département, c'est 7 départements donc, sur donc, l'échiquier électoral. Mais je pense que là, il y a une contestation qui est assez logique. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons en 2020. En 2020, vous estimez que les tableaux de 2010 et de 2020 ne sont pas identiques. Ce n'est pas le même contexte. Très bien. Je vous laisserai terminer tout à l'heure, juste après cette petite pause. Mon objectif dans la vie est de devenir un musicien comme mon père. Et quel est son instrument? Tu sais, j'ai appris à ton père comment jouer de la flûte irlandaise alors qu'il n'avait que ton âge. Hein? Tu vas t'attirer des ennuis, juste comme ton père, et comme cet imbécile de Joe. Papa est sur toutes les couvertures comme une vraie star. Waouh! Lindy, ton fils est en train de suivre fièrement les traces de son père. Ne t'approche pas de mon fils, compris? Il faut que tu sois à la maison avant que maman soit rentrée. Si je suis en retard, dis-lui que je suis en études. Tu me donnes quoi en échange? Tu vas voir le concert de ton fils ce samedi soir? Le quoi de mon fils? Félix le boss! Félix, lundi à 20h30. Bonjour. Ah, salut. Que puis-je faire pour vous? Greg m'a fait une demande le mois passé. Je confirme, t'es sur une autre planète. Coucou, y a quelqu'un? Je t'ai donné 12 et non 8. 12 bonnes années de ma vie, pendant lesquelles je t'ai donné 2 enfants. Après tout ce que j'ai fait pour nous? Savez-vous que votre sœur était une déséquilibrée mentale? Illusion, ce soir, 21h40. Je m'appelle Abi Diallo. Mon propre père ne m'a pas reconnu à ma naissance. La survie et l'épanouissement de ma famille étaient devenus ma seule priorité. Dans mon blog Mousseau, une rubrique spéciale est dédiée aux victimes de l'animosité des hommes. Betty, s'il te plaît, ma chérie. Hé, arrête! Un pas de plus et je saute. La seule chose que je sais faire et qui me réussit parfaitement, c'est le travail. Rien d'autre. Juste le travail. Mais ne laisse plus le passé nuire à ton présent. Et je ne suis plus jeune. J'ai 35 ans. Et à ce rythme, je risque de rester célibataire encore longtemps. Je crois en l'amour, je suis sûre que l'homme idéal existe. Bachir Diop, célibataire de son état pour vous servir. Dérapage, saison 1, tous les mardis à 20h30. Retour sur le plateau de NCI 360 et juste avant la pause, Baudouin Yapo avait la parole. Oui, je disais que après donc, ce que nous avons connu en 2010-2011, aujourd'hui, en 2020, il faut passer outre tout ce que la Côte d'Ivoire a subi. Il faut aller de l'avant et aujourd'hui, la paix est assez recherchée. La paix est assez recherchée. Il faut calmer les ardeurs, il faut appeler à discuter. Et dans le second point, je pense qu'on verrait bien ça. Il faut appeler à discuter, il faut privilégier, quelles que soient les positions politiques, il faut privilégier le débat, pour privilégier le dialogue pour aller donc dans le sens de la paix. Mamadou Traoré? Oui. Alors, moi, je dis que je reviens encore... En fait, je voulais revenir sur un aspect... Lequel? Dans le débat sur le respect des décisions du Conseil constitutionnel. Quand on faisait le débat tout à l'heure, je disais que c'est bien quand vous parlez du fait qu'au Conseil constitutionnel, ce sont des grands juristes qui sont là. Donc, quand ils prennent une décision, il faut l'accepter. Je voudrais rappeler qu'en 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur et Alassane Ouattara perdant. Et Alassane Ouattara a refusé. Et vous, au niveau donc... Vous sautez la CEI pour aller au Conseil constitutionnel. Vous avez dit tout à l'heure que le Conseil constitutionnel, c'est l'organe qui donne une décision et que cette décision, elle n'est plus attaquable. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, fort de cela, je dis bien, quand vous parlez donc de Conseil constitutionnel,
Si vous voulez que nous acceptions les décisions du Conseil constitutionnel d'aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas accepté hier les décisions de ce même Conseil constitutionnel? Voilà pourquoi je voudrais donc dire ceci. N'ayez pas donc, si vous voulez, des arguments en fonction de votre position d'aujourd'hui. Hier, vous avez contesté les décisions du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, vous voulez que nous aussi, nous acceptions cela. On ne peut pas l'accepter. Aristide? Oui, je vais rebondir, mais je voudrais seulement dire à mon grand frère et confrère Augustin Cuyot que si admirer quelqu'un qui travaille, c'est être l'orateur, moi j'accepte d'être alors un l'orateur. Moi j'admire le travail. Ensuite, pour revenir au Conseil constitutionnel en 2010, la loi fondamentale à l'époque, la loi de 2000, de la Deuxième République disait, et dans le code électoral, si on annule les élections dans des localités, on reprend le vote. La loi ne dit pas ça. C'est ce que le code électoral disait. Non. Maintenant, pour revenir à la suite, c'est pas vrai. Bon, on va pas faire le débat. Pour revenir à la suite sur le Guillaume, aujourd'hui, le mandat d'arrêt et après. Après, je dis simplement que le président de la République, Alassane Ouattara, avait dit au cours d'une interview, pas une interview, il sortait de l'Élysée, on lui a posé la question sur Guillaume, il a dit c'est mon fils. Et moi je pense que le président l'aime bien. Le président l'aime bien, il faut qu'il appelle son père, parce que les autres dans les autres partis, laissez-moi finir, les autres dans les autres partis, vous voyez qu'ils ne manquent pas de respect à leurs parents. Quand vous voyez Charles Blé Goudé, le rapport qu'il avait avec Laurent Gbagbo, c'était un rapport filial de fils à père, et lui, Guillaume, c'est un enfant chéri du président, c'est un enfant que le président aime bien. Donc si aujourd'hui, il peut régler ce problème, la balle est dans son camp. Il faut qu'il appelle son père et qu'il revienne sur terre, qu'il revienne à la discussion, à la table de discussion. Tout n'est pas encore perdu. À une émission ici à Lille, tu te souviens, Alafé Ouakili était assis, là où vous êtes assis là, M. Traoré. Il a dit, mais on ne ferme pas tout. On ne fait pas comme si demain on ne va pas se parler. On gâte tout et on arrête là. Non, Guillaume a encore un avenir politique. Tout n'est pas encore fini pour lui. Et il faut que de là où il est, qu'il se rende compte que il a été un enfant prodigue, il peut revenir comme un enfant prodige. C'est envisageable? Alors, je vous dis toujours que le président Guillaume Soro est dans une posture de discuter. Mais je dis ceci. Vous avez pris le cas de Blé Goudé. Oui. Alors, je rappelle que le président Gbagbo n'a pas reproché à Blé Goudé d'avoir créé le COGEP, d'avoir créé un parti politique. Il n'a pas obligé Blé Goudé à adhérer au FPI. Parce que pendant qu'il était au pouvoir, Blé Goudé n'a pas adhéré au FPI et n'a pas voulu faire du tort à Blé Goudé pour cela. Malheureusement, le président Ouattara en a voulu à Guillaume Soro. Pourquoi Guillaume Soro a refusé d'adhérer au RAGP? Ça, c'est ce que, justement, Gbagbo n'a pas fait à Blé Goudé. Donc, ne prenez pas cet exemple-là. Ensuite, Gbagbo a pratiquement protégé tout le temps Blé Goudé. Ce n'a pas été le cas du président Ouattara. Donc, je dis bien que c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez évoqué le cas du Burkina où le président Ouattara n'a pas proposé. Vous avez évoqué le cas du Burkina où justement le président Ouattara a agi sur le plan diplomatique. Un jour, on va en parler. Mais le président Ouattara avait intérêt, je dis bien, il avait intérêt aussi à protéger Guillaume Soro. C'est le cas de la France. Au niveau de la France où on avait voulu arrêter peut-être Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, à l'époque, la plainte qui a été posée contre Guillaume Soro, à l'époque, a agi en tant que Premier ministre, ministre de la Défense, sous l'autorité du président Alassane Ouattara. Et donc, s'il y avait donc une plainte contre quelqu'un, ce n'était pas bien contre Guillaume Soro, c'était plutôt contre le président Ouattara. Donc, c'est à ce titre-là que le président Ouattara a réagi. Donc, il ne l'a pas fait pour aider Guillaume Soro, il l'a fait en tant que chef de l'État. Donc, je voudrais vraiment qu'on précise cela. Ensuite, dernier élément, je voudrais qu'on sorte de cette histoire de père et fils en politique. Aujourd'hui, Guillaume Soro est l'adversaire politique du président Alassane Ouattara. Vraiment, qu'on sorte de cette histoire de paternalisme, c'est ce qui nous met en retard en Afrique. Franchement, aujourd'hui, Guillaume Soro est un adversaire politique et je voudrais que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, traite Guillaume Soro comme l'adversaire politique et non comme un fils. C'est entendu. On va infantiliser. C'est entendu. Non, sur la question, on est clair. Il sera traité comme un adversaire politique. Ça, vous pouvez vous rassurer. En tout cas, au niveau du RHDP, il sera traité comme un adversaire politique. Il est déjà traité. C'est pour cela que je vous demande de ne pas avoir une mémoire sélective. Vous avez pris le cas de 2011, les élections de 2010-2011. Il y avait la CEI qui avait fait qu'on appelle donc la proclamation des résultats. Ensuite, le Conseil constitutionnel. Mais vous avez oublié de noter qu'il y avait un certificateur des élections parce que le contexte imposait que le certificateur soit celui qui, en dernier ressort, tranche le contentieux électoral. C'était ça. Donc, il ne faut pas occulter cela. Maintenant, sortir du paternalisme ou pas,
Je crois que quand Aristide le dit ici, il ne pense pas que le président a la recherche d'un fils. Il en a tellement au RHDP aujourd'hui, et des fils de qualité, de grande valeur, la crème. Donc, la majorité de la crème politique aujourd'hui se trouve au RHDP. Donc, le président n'est pas en manque. Donc, quand il le dit, c'est un élan. C'est un élan qu'il veut. Donc, à l'endroit de Guillaume Soro, sinon, ce n'est pas tant que son absence est tellement ressentie qu'on va donc aller oublier toutes ces grandes infractions qui ont été commises et dire que nous recherchons l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est déjà au RHDP. Et je voudrais donc que vous sortiez des scénarios que vous avez. Parce que sur ce plateau, j'ai le sentiment que pour vous, tout est scénario. Là où on parle de planification, là où on parle de construction nationale, là où on parle de sécurisation du pays, là où vous, c'est le pouvoir pour le pouvoir, et quels qu'en soient les moyens, que ce soit télécommande, que ce soit... Vous avez tous les moyens aujourd'hui pour dire qu'il faut que vous arriviez au pouvoir aujourd'hui par tous les moyens possibles, sauf par la voie... Très bien, monsieur. Très bien, on vous a bien compris. Alors, dans l'actualité également, cette semaine, Henri Konan Bédié a évoqué les préalables non négligeables avant la poursuite du dialogue avec le pouvoir. C'était à l'occasion d'une rencontre avec une délégation de chefs traditionnels vendredi à son domicile à Cocody. Henri Konan Bédié a indiqué, et je cite, « J'ai suspendu ce dialogue jusqu'à ce que nos frères soient libérés et aussi jusqu'à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l'étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Et ce sont là des préalables non négociables. » À vos réactions, Augustin Couillot? Je pense que M. Ouattara devrait lui-même le savoir. Je pense qu'ils ont eu une rencontre, je crois que c'est le 11 novembre. C'était une rencontre à la surprise générale. Mais je pense que chacun d'eux, Bédié, lui, ont donné la preuve de leur bonne foi pour dire que c'est vrai, il y a eu des affrontements, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais il faut passer à autre chose. Il faut avancer. Donc, ils se sont rencontrés. Maintenant, pour aller de l'avant, Bédié, qui est dans une posture de représentant de l'opposition, demande simplement que les gens qui ont été arrêtés soient libérés avant de continuer. Et il n'a pas dit qu'il se retire de la discussion, parce que c'est important de discuter. C'est important de parler du pays. On ne peut pas faire l'impasse sur ces questions-là. Chacun a fait, disons, la preuve de sa capacité de nuisance. Bon, peut-être qu'il y a un qui a un bâton plus fort que les autres, qui a tous les services de l'État. Donc, mais, voilà, il faut aller à la discussion. Et je pense que Bédié ne refuse pas la discussion, mais il demande que M. Ouattara libère les gens qui ont été arrêtés. Et aussi même, par exemple, un monsieur comme Hubert Oulaye. Et je ne sais même pas quel rôle il a joué dans cette affaire, mais son domicile est encore sous blocus. Donc, vraiment, c'est impensable. Très bien. Mamadou Traoré, est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire de ces points de revendication des points du dialogue plutôt que d'en faire des préalables? Vous savez, moi je crois qu'il faut qu'aussi on comprenne un peu la position du président Bédié. Le président Bédié, en réalité, veut, au niveau des préalables, que le président Ouattara commence par respecter la Constitution. Je rappelle que la Constitution ivoirienne interdit qu'on puisse contraindre des Ivoiriens à l'exil. Bon, mais il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Mais il faut les faire venir. La Constitution aussi interdit qu'on puisse emprisonner des gens pour des opinions qu'ils ont eu à émettre. Il y a des gens au niveau de l'opposition qui sont en prison pour des opinions qu'ils ont eu à émettre. Donc le président Bédié demande à ce que ces préalables soient déjà réglés afin qu'il soit à l'aise pour échanger avec le président Ouattara. Imaginez qu'ils viennent discuter avec le président Ouattara pendant que des gens sont en prison, pendant que des gens sont en exil. Alors que, tenez-vous bien, même la France, un peu tout le monde a demandé à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Ça veut dire un dialogue avec tous les acteurs importants de l'opposition. Il y a des acteurs qui sont hors du pays, il y en a qui sont en prison. Et vous voulez qu'on discute? Il y en a même qui sont aujourd'hui en fuite. On discute justement peut-être pour les faire sortir de prison. Quoi ça? On discute pour les sortir de prison. Non mais nous souhaitons
C'est ce que le président Bédié a demandé. Il faut qu'on les libère pour montrer au moins la bonne foi, pour montrer que le dialogue que le président Alassane Ouattara demande est sincère. Parce que tant qu'ils sont en prison, nous considérons que ce dialogue n'est pas sincère. C'est qu'il y a un jeu, et ce jeu-là, voilà pourquoi le président Bédié a voulu que d'abord, il y ait des préalables. Et pour nous, si sincèrement, le président Ouattara voulait un dialogue pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de réaliser tous ces éléments-là. Monsieur Ouattara. Oui, merci bien. Sur la question, quand j'écoute donc les frères sur le plateau, il y a le sentiment qu'on joue avec certaines questions en Côte d'Ivoire, on joue avec certains aspects de la vie de la nation. Voyez-vous, je peux dire ici qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Des infractions ont été commises. Des infractions ont été commises et avec des preuves, des gens sont devant la justice. Plutôt que de faire des préalables à la discussion, moi j'aurais vu le président Bédié dans le rôle de dire accélérons les procédures pour que ceux qui sont innocents soient innocentés. Mais faire de la libération, faire des préalables pour qu'on libère des gens avant. Mais s'il met les préalables, qu'il n'y a pas le dialogue, il les libère comment? Il les libère comment? Je crois que la sagesse, et je sais qu'il en a, commande que, donc, ce soit plutôt dans le cadre du dialogue que ces points relevés là soient des points donc de débat et non pas des préalables. Parce que aujourd'hui, l'appel à l'insurrection, la mise sur pied d'un Conseil national de transition, et je note que le président Bédié n'a pas revendiqué dans sa déclaration. Il s'est présenté comme président du PDCI-RDA, président de la plateforme de l'opposition. Il a dribblé, il n'est plus dans le CNT. Mais pourtant, le CNT devait être, le Conseil national de transition devait être installé chez lui à la maison. Il n'en parle plus. Mais quand vous mettez un Conseil national de transition en place, vous faites quoi? Des institutions républicaines déjà en fonction. Vous faites quoi? C'est un coup d'État. C'est une sédition. Mais pendant les travaux de la confection de la Constitution, la révision de la réforme constitutionnelle, le seul point sur lequel il a insisté, le président Bédié, c'est qu'on condamne, que la Constitution condamne les coups d'État en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara y a fait droit, en inscrivant cela dans le préambule, qui est plus fort qu'un article. Dans le préambule de la Constitution, c'est inscrit. Et c'est chez lui, à la maison, qu'on va installer un Conseil national de transition. Et ceux qui sont les auteurs de cet acte-là, vous pensez que ce sont des prisonniers d'opinion? Je suis obligé de vous arrêter, M. Mbassou Ouattara. Baudouin Yapo. Préalable, avant le dialogue. Ce n'est pas un bon choix, à mon sens, parce que on essaie d'oublier un peu les faits. Il faut quand même se remémorer les tensions qui ont prévalu ce dernier mois d'octobre. Il y a eu des opposants qui avaient pour projet renverser les gestions de l'État. Et c'était véritablement leur projet. Et la finalité, c'était soit la chute du pouvoir, ou soit donc la cession au pouvoir de l'opposition. Et après, donc, le 31 octobre, ils ont estimé qu'il y a une vacance de pouvoir d'État, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas de vacance de pouvoir parce que, selon l'article 59 de la Constitution, le président en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de nouvel élu. Donc cela a dévoilé tout leur projet de subversion. Bien avant même que le président Alassane Ouattara ne soit candidat, on a eu la question donc, du Covid, qui a amené l'opposition à envisager une transition. Ils avaient ça comme projet. Donc quand vous êtes là et que vous appelez à la mise en place d'une transition, mais c'est suite à un coup d'État et qu'on annonce une transition. Donc aujourd'hui, ces opposants qui sont en prison, qui sont donc emprisonnés, et ça aurait été le cas pour le RHDP de pouvoir tomber. Oui, il le fallait pour pouvoir maîtriser la situation avant de décrisper plus tard. Et aujourd'hui, il faut donc privilégier le dialogue. Et vous voyez, au FPI, au sein du FPI, il y avait une crise. Le Premier ministre Afin Guessan, il avait pour argument dialoguer pour favoriser la libération des prisonniers et le retour des exilés. Et les GOG au sein du FPI contestaient cette logique. Aujourd'hui, M. Afin Guessan, il est arrêté et il faut suivre la même logique. Je pense que le chef de file de l'opposition, le président Yves Bédié, il est libre
il y a des cadres au FPI, il y a des cadres qui sont donc au PDCRDA. Il faut s'asseoir pour discuter, pour favoriser donc le sort de ces personnes-là. Parce que c'est quand même le gouvernement qui, à travers le ministre de la Justice, qui a saisi le paquet, et ce même gouvernement peut se rétracter, peut donc opter donc pour la paix, pour le dialogue. Aristide ? Merci. Poser des préalables à l'IS, c'est quand même assez embarrassant. Il faut, quand on a vu cette décrispation, lorsque le président, les présidents Ouattara et Bédié sont rencontrés, vous avez vu que dès le lendemain, les gens se sont retrouvés à être plus à l'aise. Donc, il ne faut pas arrêter le dialogue. Il faut que le dialogue continue. C'est au cours des discussions qu'on pourra obtenir des uns et des autres des concessions. Et vous savez, dans la démocratie libérale, ce qui fait la force de la démocratie libérale, c'est le consensus. C'est le consensus, et parce que le consensus est patrimonial, et quand on construit une nation, c'est avec ce qui est patrimonial. Donc, il faut que le président Bédié, tout à l'heure, Honorable Ouattara l'a dit, il est assez sage. Je crois que c'était un coup d'essai, en mettant des préalables. Je crois qu'il va très vite revenir là-dessus, parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Donc, il faut qu'on aille très vite aux discussions, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres sujets sur lesquels on doit revenir pour mieux organiser les élections législatives. Très bien. Augustin et Mamadou Traoré, je reviens à vous. Après cette déclaration de Kobelan Kwasi Adjoumani, les conditions énoncées par le président Henri Konan Bédié sont inadmissibles pour le RHDP, qui a donc tenu à l'exprimer au cours d'une conférence de presse donnée ce dimanche au siège annexe du parti. Pour le parti au pouvoir, de telles décisions ne sauraient contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire, un sujet de Nadia Hidja et Tanguy Konan. C'est une réponse à l'ex-président Henri Konan Bédié qui, à travers un communiqué récent, a imposé des conditions, notamment la libération du secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikawe, avant la poursuite du dialogue déjà entamé avec le président élu Alassane Ouattara. Le RHDP invite l'opposition à cesser de ruser avec la paix, car dans cette crise, rien ne peut s'obtenir par la force ou par la violence. Le RHDP, par la voix de son porte-parole, a encouragé le président Alassane Ouattara à maintenir le dialogue, seul gage pour la cohésion sociale. Le RHDP invite le gouvernement à prendre toutes les mesures qui commande le maintien d'un climat de paix durable en Côte d'Ivoire. Car ici, il s'agit de la paix des Ivoiriens que l'opposition veut prendre en otage à nouveau, en se servant de cette paix comme un instrument de chantage. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie lors des violences pendant la période électorale. Augustin Couillot, réaction ? Alors, je voudrais dire que si on tenait compte des propos des personnalités comme Adjoumani, peut-être qu'on ne serait même pas jamais à un dialogue. Parce que pour eux, il faut régler tous les problèmes par la force. On se souvient encore de beaucoup de choses. Mais je vais dire, l'honorable Mbasso, tout à l'heure, a parlé de CNT comme un projet de coup d'État. Mais le chef du CNT, c'est Bédié. Et il est libre. On discute. Lui, il est le chef du CNT. Du CNT. National. Donc, votre projet tient toujours. Je veux dire que c'est chez Bédié que le discours a été tenu et il a été désigné. Parce que sachez que le fameux CNT n'a pas d'autre organe que le président. Il n'y a pas d'autre organe. Il n'y a que le président. Quand j'ai écouté le communiqué lu par Afin Guessan, c'était Bédié a été désigné pour être le président du Conseil national de transition. À part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Alors, M. Bédié est là. Et les autres, ils sont en prison et on dit que c'est un projet de coup d'État. Non, je pense que... Je veux dire que il faut... Si M. Bédié, quelqu'un l'a noté tout à l'heure, qu'il ne parle plus du CNT, qui s'est présenté comme président du PDCI. Je pense que c'est une avancée. C'est une avancée que les gens doivent saisir. Maintenant, il y a des gens qui estiment que l'opposition, ils ont déjà mis les leaders en prison. Bédié n'est plus, et il est pratiquement enfermé chez lui, il n'est plus rien. Donc, on peut continuer comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, si c'est pour discuter, on discute. On crée les conditions, on pose les actes pour aller à la discussion. C'est pas... c'est une stratégie. Il y en a qui souhaitent que la question de la libération
soit contenu dans la discussion. Je pense que la discussion même a déjà commencé puisque Bédié et Ouattara se sont rencontrés. Donc, dans ces conditions-là, pour avancer, Bédié demande que quelque chose soit fait. Lui, à la limite, il a pratiquement renoncé au CNT, comme on le voit. Oui, et qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Je reviens à vous tout à l'heure. Mamadou Traoré. Alors, je ne reviens pas sur ça, je vais revenir là-dessus, mais je voulais intervenir sur le cas de la réaction tout à l'heure du ministre Adjoumani. Je dis bien que la réaction du ministre Adjoumani me conforte dans ma position de départ, quand au début, sincèrement, je ne croyais pas à la bonne foi. Enfin, pourquoi? Je ne croyais pas vraiment à la sincérité de la main tendue du président Ouattara. Pourquoi? Parce que pour moi, aujourd'hui, la réaction du ministre Adjoumani, le porte-parole du RHP, vient le démontrer. C'est-à-dire quoi? Pour moi, le président Ouattara, quand il a rencontré le président Bédié, c'était pas, à mon avis en tout cas, pour qu'il y ait le dialogue inclusif qu'on a demandé. À mon avis, c'était peut-être pour essayer d'approcher le président Bédié à lui, et puis peut-être l'amener même à lâcher les autres. En d'autres termes, essayer de diviser l'opposition, afin que, bien entendu, lui soit assis tranquillement. Parce que le président Bédié avait demandé à ce qu'on puisse lever les blocus. Ça a été fait. Alors pourquoi on ne peut pas accepter de lever, de libérer les prisonniers et de faire venir les exilés pour qu'on puisse discuter? Si un premier pas a été fait au niveau des blocus, pourquoi ne pas faire le deuxième pas et le troisième pas pour qu'il y ait un dialogue sincère? Mais là, voyant la réaction du ministre Adjoumani, je me dis sincèrement que peut-être que... Le ministre Adjoumani estime que l'opposition fait du chantage. Ce n'est pas du chantage, pas du tout. Nous voulons des conditions. Vous demandez à quelqu'un de venir chez vous pour que vous puissiez discuter d'un problème. Mais vous posez d'abord des conditions. Pour que je vienne discuter avec toi, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Je veux voir telle personne, je veux voir telle personne. C'est ce que Bédié a demandé. Je veux que telle personne soit présente, je veux avoir un témoin, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. C'est ce que Bédié a demandé pour que justement cette discussion puisse se passer dans de bonnes conditions. Bédié veut un dialogue inclusif, un dialogue avec tous les membres qui comptent au niveau de l'opposition. Voilà, c'est très simple. Alors il faut que le président Ouattara montre au président Bédié qu'il veut vraiment dialoguer, et donc, comme il a levé le blocus, il peut libérer les prisonniers, et puis il peut faire venir aussi ceux qui sont en exil. Maintenant, par rapport au CNT, je voudrais dire ceci. Vraiment, que nos amis du RHP ne voient pas le coup d'État partout. Parce que finalement, c'est ce que je vois avec eux. Il suffit que vous toussiez, on dit que vous voulez faire un coup d'État. Le CNT, en fait, pour moi en tout cas, c'était un moyen de pression. J'ai dit bien un moyen de pression de l'opposition pour amener le président Ouattara à venir discuter. Mais sinon, comme il a dit, on ne peut pas faire un coup d'État avec un seul individu. Parce que le seul organe du CNT, c'était le président Bédié. On met aujourd'hui le porte-parole Afinguessan en prison pour tentative de coup d'État pratiquement, et le responsable même du CNT est libre. Il y a un problème. Donc je dis qu'il faut qu'on arrête cela. Très bien. Mbassou Ouattara. Oui, je veux dire que il y a un président du CNT, et puis il y a un porte-parole. Et puis après, le gouvernement sort. C'est ça. Mais n'est pas encore sorti. Non, attends. C'était ça le projet. N'essayez pas de jouer à l'esprit des Ivoiriens. Ah bon? Le ministre Adjoumani a parlé au nom du RHDP. C'est pas son nom. C'est ce que j'ai dit. C'est au nom du RHDP qu'il le dit. Et aujourd'hui, si le RHDP est demandeur d'un dialogue, c'est pour la paix. C'est parce que le RHDP voit les enjeux qui sont énormes en termes de développement, en termes de sécurité, en termes de croissance même partagée. Le RHDP voit ces enjeux-là. Mais ce qui n'est pas le souci de l'opposition. Quand vous dites qu'il n'y a pas on doit forcément aller d'abord à des préalables avant d'arriver à ces négociations-là. Mais est-ce que vous soupesez un peu le rapport des forces aujourd'hui? C'est parce que le président Ouattara a une grande conscience. Et je vois que vous doutez. Je vais dire, vous êtes très mal placé pour parler de bonne foi d'Alassane Ouattara. Vous êtes très mal placé pour parler de sincérité d'Alassane Ouattara. Vous êtes très mal placé pour parler donc de l'esprit d'ouverture d'Alassane Ouattara, parce qu'il avait déjà tendu sa main. Sa main est toujours tendue. Il a organisé le dialogue politique en 2019 à deux fois. Sur d'abord la commission électorale indépendante. Ensuite, sur le code électoral. Mais comme votre projet, c'était le coup d'État, vous venez vous participer au début des assises, après vous sortez. Et puis vous laissez vos points de vue à d'autres partis politiques qui les portent, mais qui sont intégrés dans
les différentes dispositions qui ont été prises pour aller à ces élections, à cette élection donc du 31 octobre. Mais il faut que vous cessiez de ruser. Cessez de ruser avec l'esprit des Ivoiriens. Arrêtez de ruser avec vos propres convictions. C'est-à-dire que vous tournez en rond, vous êtes dans des atermoiements et vous croyez que le pouvoir va vous suivre dans ça. Si Alassane Ouattara n'est pas sincère, il ne vous appelle pas au dialogue. Et puis, il y a une certaine opposition. Vous parlez, aujourd'hui, on a combien de partis politiques en Côte d'Ivoire? Mais le président Bédié parle peut-être au nom d'une certaine opposition, il ne parle pas au nom de toute l'opposition ivoirienne. Vous connaissez le nombre de partis politiques qu'on a en Côte d'Ivoire? Est-ce que tous ces partis d'opposition sont membres de votre plateforme? Très bien. Non. Arrêtez un moment de jouer à la vie de la nation. J'ai entendu. Baudouin? Alors, l'opposition exige un préalable. Mais est-ce que dans ce rapport de force, l'opposition a les moyens de pression, concrètement? L'opposition a lamentablement échoué parce qu'elle pensait pouvoir retenir le pouvoir et donc faire chuter le pouvoir d'État, ce qui n'a pas été le cas. Quand on s'arrête et qu'on annonce une transition, c'est parce qu'on croit avoir donc tous les leviers de l'État. On a vu ici, sur les réseaux sociaux, les militants d'opposition disent que même la France avait encerclé la résidence du président Konan Bédié et qu'aucun opposant ne pouvait être inquiété. Ici, les opposants sont accusés de crimes politiques. Et j'ai lu l'intervention des avocats, donc des opposants accusés. Ils condamnent donc la manière dont les choses se sont passées. Maintenant, ici, on ne parlerait pas de code de procédure pénale, parce qu'il s'agit ici des infractions politiques. Et quand il s'agit d'infractions politiques, la répression relève du pouvoir coercitif de l'État. On ne va pas donc envoyer une convocation à un individu qui se lève et qui annonce un coup d'État. C'est pas avant même qu'il reçoive le coup d'État, mais il a réussi son coup. Donc ça a été très clair aujourd'hui. Il faut aller à la paix. Il faut donc privilégier le dialogue. Le préalable n'est donc pas juste. Aristide? Oui, je voudrais dire à M. Traoré que nous sommes en Mondovision et les téléspectateurs vous regardent. Et ça, quand vous dites que le président Ouattara, vous imaginez que le président Ouattara, quand il tend la main à l'opposition, c'est pour faire diversion. Non. Il est sérieux. Et je vous ai dit, et je le redis, j'ai pris le temps de l'observer sur une longue période. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait. Il a tendu la main, le président Bédié a été très sage de saisir la main tendue, il est venu. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Maintenant, vous dites que le CNT, c'est juste le président Bédié. Mais le porte-parole, là, dans un gouvernement, il y a le porte-parole. Et après, comme a dit l'honorable, il allait sortir le gouvernement. Et comme dans le champ politique qui est un champ de rivalité de pouvoir, il faut toujours jauger le rapport de force. Et vous ne pouvez pas revendiquer quand vous n'avez pas cette force de revendication. D'accord. Alors, terrible coup du destin dans le monde sportif ivoirien. L'un de ses grands serviteurs, en l'occurrence le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, n'est plus. Il a rendu l'âme hier samedi de suite de la Covid-19, un virus qu'il avait chopé le 9 novembre dernier et qui a fini par l'arracher à l'affection des siens. Je vous propose de voir ce sujet, on en parle juste après. Le football ivoirien est en deuil. Le président de l'instance fédérale nationale du ballon rond vient de rendre l'âme. Augustin Sidi Diallo a rencontré ce samedi le chemin de la grande faucheuse via la Covid-19. Une maladie dont il avait été contrôlé positif le 9 novembre dernier, comme en atteste ce communiqué de la Fédération ivoirienne de football. La lutte contre ce virus n'a finalement pas tourné à son avantage, passant ainsi à 61 ans de l'autre côté de la pièce. Dans un état critique peu après son hospitalisation, le patron de la Fédération ivoirienne de football en fin de mandat n'avait pu assister au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe au match opposant les Pachirdem au Barea de Madagascar. Une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2022 au Cameroun. La triste nouvelle, tombée comme un couperet, laisse un grand vide dans le monde du football national qui attend la fin de l'épilogue de l'élection de son successeur. Monsieur, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Cette nouvelle est arrivée comme un coup de massue.
chez l'ensemble des Ivoiriens et des amoureux du football. Aristide Nkenda. Oui, d'abord, toutes mes condoléances à la famille biologique, toutes mes condoléances au monde sportif et à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique tout entière. Vous savez que le président qui vient de nous quitter a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique. Ça veut dire que c'était près de 30 ans de sa vie au service du ballon rond. Revenir pour dire à nos populations que le Covid, c'est une réalité et que il faut nécessairement qu'on réfléchisse encore davantage pour trouver les moyens, surtout des solutions endogènes, des solutions africaines qui peuvent nous permettre, parce que l'OMS même reconnaît que 75% de la population mondiale, donc 85% en Afrique de l'Ouest, a recours au plan médicinal pour les premiers soins et c'est une démarche de biovaccination. J'en parle depuis longtemps. Alors, dis simplement que c'était un très grand homme. Tout le monde en parle, vous avez vu sur les réseaux sociaux. Et comme j'avais déjà proposé pour le Premier ministre Amadou Gon, qu'on panthéonise nos héros. Je crois que Sidi Diallo est un héros national. C'est un héros national, il mérite ce titre-là. Ça se passe dans les autres pays. Il faut qu'on trouve un endroit où on va se souvenir, parce que ça va être le souvenir qu'on construit l'avenir, ça va être le souvenir qu'on évite d'inverser au système des valeurs. Et c'est un homme de très très grandes valeurs. Cuyo? Moi, je suis profondément affligé parce que personnellement, j'avais des relations particulières avec Augustin Sidi Diallo. C'est Augustin, c'est mon homo, et lui et moi, on s'appelait homo. Et cette nouvelle m'a profondément affecté. Depuis que je le connais, c'était un homme bien, un homme très sérieux, un homme très attachant. Et je vous assure que il a réussi quelque chose. Si ce n'était pas la bataille pour les élections, pour sa succession, d'abord, à la tête de la FIF. Voilà, qui avait entraîné certains dérapages, il avait réussi d'abord à faire 2 mandats et puis il est parti, il a décidé de partir vraiment sans contrainte, après avoir gagné une bataille importante contre son comité. Et puis, il a vraiment, il mérite parce qu'il partait et puis tranquille et il a fait la paix avec les gens avec qui il était opposé. Il a connu une vie avec Jacques Anouma, mais il a fait la paix avec Jacques Anouma. Pas seulement pour lui accorder le parrainage, mais avant ça, il avait fait la paix avec Jacques Anouma. Vous savez, les péripéties de la succession de Jacques Anouma. Mais il a fait la paix avec Jacques Anouma. Même Didier Drogba, il a fait la paix avec lui. Il a fait la paix avec tout le monde. Donc je pense que c'est un monsieur, quoi qu'on dise, qui part vraiment en paix. Très bien. Et vraiment, je tenais à saluer sa mémoire. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour souhaiter toutes mes condoléances à la famille du défunt, que je n'ai pas eu l'occasion de connaître personnellement, mais à travers des amis qui l'ont connu, vraiment, ils n'ont fait que parler en bien de ce monsieur, de son calme. Ils ont parlé aussi de sa sagesse, en quelque sorte, et de sa gentillesse. Vraiment, en tout cas, tous ceux qui ont pu le fréquenter ont trouvé un homme humble, sage, et vraiment qui avait un esprit positif. Et hier, j'ai un ami qui était très proche de lui. Franchement, quand lui et moi, nous avons échangé du décès du défunt, franchement, il était pratiquement en larmes. Il n'a pas pu vraiment se retenir. Et à travers aussi les échos que j'ai de ses relations avec ses amis, des gens qu'il fréquente, vraiment, j'ai trouvé en lui vraiment quelqu'un de très bien. Et je voudrais vraiment que je vois la perte énorme pour la famille du défunt. Et je voudrais vraiment leur dire de tenir bon. Il faut reconnaître, je le disais tout à l'heure à certains de nos amis, cette année 2020 a été une année difficile pour nous. Absolument. On a perdu beaucoup de grosses têtes. Absolument. Et on souhaite vraiment que ça puisse se calmer maintenant parce que vraiment, ça fait peur. Baudouin Yapo? Oui, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Augustin Sidi Diallo, il était aussi président directeur général de l'IVOCEP. Et donc c'est un grand acteur social, il a contribué quand même économiquement
a fait comme évoluer quelque chose dans ce pays. C'est cela. Il a donné de la fierté, de la joie aux Ivoiriens par obtenir donc des coupes africaines. Donc Yako à tous les Ivoiriens, Yako à sa famille biologique et Yako à la Côte d'Ivoire. Mbassou Ouattara. Ouais. Comme tous les autres, il faut noter que c'est vraiment une grosse perte. On a parlé de ses performances sportives, de ses capacités entrepreneuriales, mais il faut voir aussi l'homme social, le père de famille, l'homme dans la société. Tous les témoignages que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant ont décrit donc un homme charitable, un homme ouvert qui rendait service quand il le pouvait et sans limite. Et donc, c'est présenter nos condoléances à sa famille biologique, au monde sportif, à son entreprise, et au-delà à tous les Ivoiriens, tous ceux qui, à un moment ou un autre, ont pu bénéficier, ne serait-ce que de son sourire, parce que c'est aussi un don qu'on peut faire, le sourire, c'est pas tous les jours qu'on l'a, mais il allait au-delà du sourire, il allait au-delà de Salam Alek, il ouvrait sa main, il l'aidait, donc comme il pouvait. Et moi, je l'ai vu au plan social aller participer à des veillées, à des levées de corps, à des obsèques d'amis, de collaborateurs, à des séances de cérémonies de mariage, je vais dire, participer. Vraiment, c'était un homme donc dans la société. C'est cela. Et je voudrais donc prier le Seigneur qu'il le reçoive dans son royaume céleste. Absolument. Toutes nos prières accompagnent en tout cas Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Et tous nos encouragements et nos condoléances à sa famille biologique et à l'ensemble du monde du football ivoirien. Messieurs, dernier tour de table rapidement avant de terminer cette émission sur l'élection au Burkina Faso. Le scrutin s'est tenu aujourd'hui. Il me semble qu'il n'y a eu, en tout cas jusqu'au moment où on préparait cette émission, aucun incident majeur. Augustin Couillot. C'est mon nom de toute exactement, façon. Augustin Couillot. Finalement, le Burkina voit sa démocratie ancrée de plus en plus. Bon, oui, certainement. Écoutez, quand on a connu le Mali avec la cascade des coups d'État, il faut peut-être attendre 2 ou 3 passations de charges pour se réjouir. Mais déjà, j'espère que je n'ai pas d'écho de catastrophe aujourd'hui. Mais j'espère que le scrutin s'est totalement bien déroulé. Les quelques échos qu'on a, c'est qu'il y a une partie du territoire, compte tenu du djihadisme qui accourt au Burkina, dans une partie du Burkina. Donc, il semble qu'il y a une partie du territoire où il n'y a pas eu de vote. Et bon, c'est déplorable. Mais je souhaite que le Burkina puisse traverser cette période électorale sans casse. Et c'est important pour nos pays que tout se passe bien et que les gens acceptent le résultat qui sera proclamé et pour que, parce qu'il ne faut pas ajouter au djihadisme une crise politique. Absolument. Arcide ? Oui, il faut dire, Ali, que les zones dont il parle, c'est l'extrême nord et l'est. L'extrême nord, il y a le 11, il y a eu une attaque là-bas, djihadiste avec plusieurs morts. Ce qui est frappant au Burkina, c'est que un parti comme le parti de l'ex-président Blaise Compaoré revient dans le jeu politique, parce qu'en 2015, ils avaient été interdits. Et c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que pendant longtemps, ce parti a été le parti unique, avant même qu'on aille au multipartisme. Et ils ont dirigé pendant 27 ans. Et aujourd'hui, lorsqu'on écoute le candidat qui n'est autre que Eddy Komboigo, qui est expert comptable 54 ans, qui dit que ce qu'on reproche au pouvoir sortant, c'est que la paix, le développement et puis la stabilité. Ça nous renvoie à quoi, si on revient en arrière, sur le Niger ? Ça nous renvoie sur le Niger. Vous vous souvenez qu'après la conférence nationale souveraine, le Niger était allé après la transition à une élection où le parti unique à l'époque avait obtenu 45% des voix. Et ils avaient dit, on verra plus tard. Et finalement, plus tard, Tandja Mamadou est revenu au pouvoir. Donc, il faut bien observer, comme a dit Augustin Couillot tout à l'heure, qu'il faut observer la progression. Plus tard, d'ailleurs, un observateur burkinabé a dit que même s'il ne gagne pas cette fois-ci, il y aura un match dans le match, parce que le principal opposant, c'est Zéphirin Diabré. Et l'arrivée d'Eddy
si jamais il ne gagne pas, il risque de devenir le nouveau chef de file de l'opposition. Donc, c'est très intéressant dans une lecture politique, dans un espace où véritablement les gens sont en train de construire la démocratie. C'est très intéressant. Il faut aussi saluer la présence d'une dame dans le scrutin, dans cette campagne, dans ces élections, et surtout d'anciens ministres, et l'ancien Premier ministre, je crois, Zida, qui n'est pas là. Qui n'est même pas là, mais qui est candidat quand même. Très bien. Baudouin? Oui, le scrutin quand même s'est déroulé sans heurts. Sans heurts, oui, dans la quiétude. C'est une élection qui attend résoudre quand même la question du terrorisme. Et la plupart des candidats, donc des concurrents, des challengers à cette élection, sont sortis quand même des entrailles politiques du président Blaise Compaoré. Et il faut donc dire que ce dernier avait un secret de stabilité. Il faut donc révéler ce secret-là. C'est ce qu'attend le peuple burkinabé. Et cette élection s'étant donc terminée dans la tranquillité, on attend les résultats. Et donc, bonne chance au peuple burkinabé. Absolument. Mamadou Traoré, pour vous, c'est quoi le principal enjeu de cette élection? Non, pour moi, le principal enjeu, c'est d'abord la réconciliation. Et là, je crois qu'à ce niveau, le président déjà a fait un pas. Il n'a pas exclu vraiment des candidats peut-être pour qui il avait un peu peur. Donc, il n'a pas exclu. Il a fait en sorte qu'il y ait des élections apaisées. Il n'y a pas eu, malheureusement, comme chez nous, une crise préélectorale. Et donc, il a fait en sorte que vraiment, même les candidats du parti de Blaise Compaoré ont été présents. Et franchement, je voudrais vraiment saluer le président burkinabé et le peuple burkinabé pour cela. L'enjeu, c'est d'abord la réconciliation. Et je pense que s'ils font l'effort vraiment de régler tous ces problèmes, parce que déjà il y a eu un pas, ça va régler le problème de la sécurité. Parce que l'autre enjeu, c'est la sécurité au Burkina. Et vous savez que quand il n'y a pas de réconciliation, il ne peut pas avoir de sécurité. Forcément, il y aura des gens qui vont aider ceux qui veulent créer des troubles. Et donc, moi, je pense que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'abord la réconciliation. Et à ce niveau-là, je pense que le président sortant a fait un pas. Et après, si c'est réglé, ils vont régler, à mon avis, à partir de la réconciliation, quand ils seront unis, à faire en sorte qu'ils puissent lutter contre l'insécurité. Très bien. Mbassou Ouattara? Je voudrais noter déjà qu'il ne faut pas que nous fassions d'amalgame dans les étapes du processus électoral. Aucun président en exercice n'exclut de candidat. Il y a un code électoral qui est appliqué par une commission. Au Burkina, c'est la commission électorale nationale, qui a tranché le contentieux électoral pour que les candidats soient retenus. Je voudrais adresser toutes mes félicitations à l'opposition au Burkina Faso, qui a été une opposition responsable, qui donc est allée étape après étape à une très bonne participation à ce processus électoral pour arriver à ce jour de vote. Les enjeux... Même quand on parle du Burkina, vous faites un clin d'œil à l'opposition ivoirienne. Terminé. C'est pas un clin d'œil. C'est-à-dire qu'un processus électoral ne commence pas le jour du vote. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et ce n'est pas le président de la République qui exclut des candidats. C'est la commission électorale qui reçoit les dossiers, qui les transmet donc au Conseil constitutionnel et qui valide in fine les différentes candidatures. Donc dire que le président n'a pas exclu des candidats, disons que le mérite revient à la commission électorale du Burkina, à la Cour constitutionnelle du Burkina, mais surtout à l'opposition, aux candidats de l'opposition qui ont pris le temps de constituer leur dossier en bonne et due forme pour être conformes à la loi du Burkina Faso. Les enjeux, c'est que le Burkina Faso est la 4e économie de l'UEMOA. Le Burkina suit le Mali, qui est donc la 3e économie de l'UEMOA. Les deux pays sont au nord, qui ont leur nord qui est frappé d'insécurité. Et la première victoire, ce serait déjà de réussir à respecter cette date constitutionnelle, qui est importante pour un pays. Faire les élections à bonne date, aux dates constitutionnelles. Et cela permet donc de se projeter sur l'avenir, de se projeter sur les défis au niveau économique, sur les défis au niveau social, sur les défis au niveau sanitaire, au plan sanitaire.
Tout à l'heure, on a regretté donc, le rappel à Dieu du président Augustin Sidi Diallo, mais le Covid n'a pas épargné et aussi le Burkina. Et je crois que sorti de cette élection-là, le Burkina, l'élu, donc le nouveau président du Burkina, aura toutes les coudées franches, avec une opposition responsable pour aller donc à la résolution des questions pointues du Burkina Faso. Très bien, merci beaucoup à vous, Baudouin Yapo. Vous êtes juriste, leader de jeunesse. Augustin Couillot, journaliste, rédacteur en chef de Notre Voix. Docteur Arsène Enebi, président de l'APDH, qui finalement n'a pas pu nous rejoindre. Mamadou Traoré, cadre de Génération et Peuple Solidaire GPS. Honorable Mbassou Ouattara, député RHDP. Aristide Nkenda, journaliste, éditorialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Si vous êtes journaliste, homme de droit, homme de lettres, vous souhaitez participer à cette émission, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux ou à info@nci.ci pour participer au débat. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.